C'est donc officiel désormais. Fornia Singbe est le président élu pour le mandat 2020-2025, un mandat qui débutera officiellement à partir de mai prochain, puisque le mandat en cours, le troisième, ne s'achève qu'en mai. Alors, quels vont être les défis du nouveau mandat, du nouveau quinquennat de Fornia Singbe? C'est le sujet que nous allons débattre ce soir avec notre invité, Médissa Sama. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la coordinatrice des jeunes entrepreneurs du CEGIF-CJD. Le CEGIF-CJD, c'est le cadre des jeunes entrepreneurs, étudiants et fonctionnaires du collectif des jeunes pour le développement. Au niveau du CEJD, d'abord, quel regard est-ce qu'on a porté sur cette réélection, cette brillante réélection de Fornia Singbe? Oui, c'est clair que ça a été brillant. 110%, c'est beaucoup. Et au niveau du CJD, c'est vraiment... Nous sommes contents parce que déjà, le processus s'est très bien passé. Et les résultats n'étant que ce qui a été en amont fait. Donc, ce n'est pas une surprise. Nous sommes contents et nous espérons qu'on va pouvoir se mettre au boulot. Parce que c'est ça notre rôle. Alors, ça veut dire que le président Fornia Singbe, pour ce quinquennat qui s'achève bientôt, vous pensez qu'au CJD qu'il a été plutôt satisfaisant? Vos attentes? Bon, vous savez, généralement, même personnellement, nos attentes ne sont pas toujours satisfaites. Vous fixez toujours des objectifs, mais en y allant petit à petit, vous vous rendez compte que ce n'est pas toujours ça. Donc, c'est pour dire que si vous demandez si nous sommes totalement satisfaits, non. Mais est-ce qu'il a fait quelque chose? Est-ce qu'il a un bilan à défendre? J'allais dire oui. Il a un bilan à défendre. Maintenant, après, c'est les enjeux qui sont à venir, qui seront vraiment l'objet de... Quels sont les chantiers sur lesquels vous l'auriez plus espéré ou vous ne l'avez pas vraiment vu? Vous savez, aujourd'hui, la jeunesse représente plus de 110% de la population. Donc, plus de 110% de la population a moins de 35 ans. Ça veut dire que c'est vraiment beaucoup. Et vous voyez, en tant que jeunes, nous avons besoin de pouvoir nous épanouir, avoir donc un cadre qui est beaucoup plus propice. Et il faut reconnaître qu'aujourd'hui, en tant que jeunes, nous sommes reconnaissants sur l'aspect des jeunes entrepreneurs avec la mesure des 25%. Et aussi, nous sommes aussi contents au niveau des, on va dire, des avancées, que ce soit l'ANVT, que ce soit l'ANPE. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes arrivent quand même à travers donc, le bénévolat à apprendre un peu plus, à avoir plus d'expérience. Et aussi les étudiants, puisque nous nous intéressons aux étudiants. Aujourd'hui, le cadre des étudiants, on ne va pas dire que c'est 100% satisfaisant, mais c'est nettement mieux. Et surtout, dernièrement, avec la mesure qui est donc de pouvoir accorder l'assurance maladie aux étudiants, c'est très intéressant. Donc, nous pensons qu'effectivement, il y a quelque chose qui est là, mais nous avons aussi des recommandations pour que ça puisse continuer, que ce soit donc à un niveau beaucoup plus élogieux. Mais est-ce que jeune que vous êtes, vous estimez avoir été suffisamment prise en compte? Bon, vous savez, la question, elle est vraiment large parce que jeune que je suis, j'ai envie de sentir que je peux, disons, avoir de l'influence, c'est-à-dire au niveau des grandes décisions que je suis considérée. Et je ne veux pas qu'on prenne des décisions pour moi, je veux qu'on prenne des décisions avec moi. Et donc, en tant que jeune, je pense que ces trois dernières années, il s'est vraiment rapproché, que ce soit lui et son gouvernement, de la jeunesse. Mais c'est dire que cette jeunesse devient de plus en plus dynamique. Et donc, on a envie de prendre de plus en plus de responsabilités parce que nous pouvons apporter énormément. Je viens de dire par rapport au taux. Donc, si plus de 70% de la population a moins de 35 ans, ça veut dire que quelque part, il faut des jeunes, donc au niveau des postes décisionnels, pour pouvoir donc implémenter notre vécu. Parce que oui, nos aînés, ils peuvent avoir une idée de ce que nous vivons, mais
nous savons exactement ce que nous vivons. Donc, nous souhaitons que ce soit encore plus intensifié et que ce soit sur le plan économique comme politique, que les jeunes puissent être représentés. Est-ce que vous pensez que dans les 70% que Faure Gnassingbé a fait, j'allais dire son électorat est véritablement jeune? C'est vrai qu'il n'y a pas de sondage dans nos pays pour le mesurer, mais de façon empirique, vous direz que son électorat est majoritairement jeune? Oui, je dirais que son électorat non seulement est jeune, mais aussi concerne les femmes. Vous savez, le président élu a toujours été le plus proche possible des femmes. Nous savons très bien les résultats du fonds du FNFI, donc Fonds national de finances inclusives. Et il y a aussi d'autres projets comme le PAEGSP, il y a la NPGF, il y a le FAEG. Et je dirais qu'aujourd'hui, l'électorat de Faure Essoz-Imna Gnassingbé n'est pas seulement jeune, elle est aussi composée de femmes et même de personnes âgées qui, quand même, reconnaissent, pour avoir vécu un moment, tout ce qu'il y a eu comme changement, donc, depuis qu'il est venu au pouvoir. Il a fait campagne essentiellement sur la continuité. Sur la continuité. Aujourd'hui, pour vous, pour le nouveau mandat qui va s'ouvrir, il doit continuer ou améliorer? Alors, pour moi, il doit continuer. Parce que si je dis améliorer, c'est dire que ce n'est pas encore ça. Il a vraiment fait beaucoup d'efforts. Et je dirais qu'aujourd'hui, nous, les jeunes, on est arrivé à un point où on s'exprime. On essaye chaque jour de faire mieux parce que nous remarquons que notre leadership intéresse fortement donc, le gouvernement. Alors, la continuité, c'est vraiment intensifier ce qui est en train de se faire. Comme je viens de le dire, la demande, elle est grande. Il y a les jeunes qui ont leur demande, il y a les personnes âgées, il y a les femmes. Donc, c'est vraiment de continuer tous les grands chantiers qu'il a commencé et surtout que le PND qui nous intéresse fortement au niveau du collectif des jeunes pour le développement, surtout la cellule des jeunes entrepreneurs, et que ce PND-là, que ce plan national de développement à l'horizon 2022 est un succès éclatant. Pour une fois, 65% donc du budget du PND est supporté par le secteur privé. Et c'est impressionnant. Ça donne confiance, ça permet de prendre des mesures de facilité, de donner un peu plus de courage, surtout à la jeunesse qui a envie d'entreprendre, afin qu'on puisse être des acteurs du développement, qu'on en soit fiers, qu'on dise oui, les choses ont changé et on a participé à cela. Donc, effectivement, il doit continuer. Nous sommes là pour travailler. Nous sommes jeunes, nous avons l'énergie. On ne demande que ça. Mais quand on regarde aussi un peu au niveau de cette jeunesse, vous l'avez dit, elle est dynamique, mais en même temps, c'est une jeunesse qui est une bombe à retardement. On ne l'oublie pas. Vous voyez, la question de l'emploi, un certain nombre de questions qui préoccupent les jeunes. Et il y en a qui ont l'impression que ça ne bouge pas dans ce sens-là. Oui, effectivement. Vous savez, quand on est jeune, l'une des choses qui est la plus importante, c'est d'avoir un encadrement. C'est-à-dire, on est jeune, on cherche son chemin, on ne sait pas forcément où se retrouver entre devenir un fonctionnaire, aller à l'entrepreneuriat et d'autres alternatives. On ne sait pas trop où mettre la tête. Et pendant ce temps, donc, on n'est pas très au clair sur nos objectifs. Et effectivement, si vous n'avez pas les objectifs clairs, vous aurez du mal à, disons, profiter donc, du cadre qui est offert. Donc, c'est dire que la frustration de la jeunesse, je la comprends parfaitement. Moi-même, j'en ai été aussi... je suis passée par là, j'allais dire. Et je sais ce que c'est que, que ce soit en tant qu'étudiant, tu te cherches, surtout si ta famille n'est pas issue d'une classe privilégiée. C'est extrêmement difficile. Mais je peux le dire et je peux le confirmer de par mon expérience personnelle que c'est une question d'objectif clair, une question d'encadrement pour que pas à pas, que la jeunesse puisse avoir, disons, un peu plus de lumière, qu'elle se retrouve au milieu de toutes ces compétences, de toute cette énergie, de toute cette fougue et surtout du challenge de tous les jours. Il faut manger, il faut se loger, il faut se soigner.
on peut être extrêmement perdu. Et c'est ce qui fait, si vous observez, il y a des jeunes qui sont très talentueux, mais qui partageaient entre gagner de l'argent et survivre, on va dire, gérer leurs dépenses quotidiennes, et s'adonner à leur passion, à leur talent. Et donc, dans tout ça, s'il n'y a pas un encadrement pour permettre à ces jeunes à la fois de pouvoir s'autonomiser, mais aussi de vivre sa passion, ça va être très difficile. Et peu importe les actions que le nouveau gouvernement, à travers donc Forezo Zimna Nyasimbe, eh bien, il y aura toujours cette frustration. Quand vous évoquez la question de l'encadrement, moi, je voudrais qu'on insiste un peu aujourd'hui sur le système même éducatif que nous avons, qui ne permet pas, parce qu'il y a un nouveau paradigme aujourd'hui, c'est celui de l'auto-emploi, de l'entrepreneuriat. Tout le monde le chante comme un évangile, mais à la base, le système, il reste le même. Est-ce que ça ne pose pas un problème aux jeunes? Ça pose un grave problème. Aujourd'hui, nos curricula sont caducs. Et ça, franchement, c'est marrant parce que, comme vous venez de le dire, l'entrepreneuriat, disons, est en vogue en ce moment. C'est pas seulement au Togo, hein. C'est dans la sous-région, c'est en Afrique. Mais derrière, lorsque vous avez fait plus de, on va dire quoi, 15 ans sur les bancs, où vous avez appris à rester dans un bureau climatisé, eh bien, on ne se retrouve pas au niveau donc de l'entrepreneuriat. On pense que être entrepreneur, c'est aller au CFE, créer sa carte, mettre DG sur sa carte de visite, et puis c'est bon. Et on déchante très rapidement parce qu'il y a des réalités. Et entreprendre, c'est entrer en soi pour prendre ce qu'on a de meilleur et offrir à ceux qui en ont besoin. Donc, si on ne nous apprend pas comment aller en nous, chercher ce qu'on a de meilleur pour offrir, eh bien, quand on finit, qu'est-ce qu'on va vouloir? C'est comment pouvoir manger. Et donc, du coup, tout est complètement confus. Et je pense qu'il est temps qu'au niveau de l'éducation, que la question donc de l'entrepreneuriat, de l'intelligence financière, de l'intelligence entrepreneuriale, de l'intelligence émotionnelle puisse être intégrée. Et quand je parle par exemple de l'entrepreneuriat, c'est qu'il n'y a qu'un entrepreneur qui peut enseigner. Donc, quelqu'un, c'est comme un juriste théoricien, c'est comme un juriste qui est purement au niveau de l'université, qui fait des recherches. Ce n'est pas pareil qu'un praticien. Vous voyez, lui, en termes de tout ce qui se fait, il va vous dire tout ça. Mais sur le terrain, avec le praticien, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est effectivement pouvoir amener donc, les gens qui ont déjà une expérience en entrepreneuriat, pour prendre juste ce cas, à pouvoir le transmettre en enseignant. Parce que l'autre chose qu'on observe aujourd'hui, c'est que même l'enseignement n'est pas... les enseignants, certains en tout cas, ne se sentent pas fiers. C'est comme si, quand tu cherches une solution, comment joindre les deux bouts, il faut atterrir au niveau de l'enseignement. Alors que c'est un travail des plus nobles. Ils sont les bâtisseurs, c'est-à-dire que c'est eux qui transmettent des choses. Donc, il est temps que dans nos curricula, qu'ils puissent avoir donc des dimensions pratico-pratiques qui pourront permettre à la nouvelle génération d'apprendre des choses concrètes. Et ça pourra vraiment donner un sens beaucoup plus solide donc à l'entrepreneuriat que nous connaissons. Alors sur ce point, est-ce que ça n'a pas été pour vous une petite déception quand vous avez écouté lors de la campagne Faure Gnassingbé ou même les autres candidats? On a eu l'impression comme si l'éducation était un peu le parent pauvre du programme. Aucune réforme véritable de l'éducation n'est proposée pour l'arrimer à ces réalités que nous évoquons. Oui, surtout si vous parlez au niveau donc d'autres candidats de l'opposition, oui, effectivement. Même de Faure Gnassingbé. Oui, au niveau de Faure Gnassingbé, il a parlé de l'éducation en termes donc pas en termes comme oui, parce qu'aujourd'hui quand on parle de l'éducation, c'est que bon, il faut améliorer les conditions, il faut construire des bâtiments, il faut trouver des solutions aux revendications des enseignants. Exactement. Mais c'est le fond. Moi, j'ai l'habitude de le dire. Quand je prends aujourd'hui mes enfants, ils étudient pratiquement la même chose que j'ai étudié, alors que les réalités ne sont plus les mêmes. Ces choses que moi j'ai étudiées et que je trouve aujourd'hui qui ne me servent pas véritablement à grand-chose. Mais on a un nouveau paradigme qu'on vante, mais on continue dans les mêmes tares quasiment. Mais c'est là où justement je vais en venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut offrir que ce qu'on a.
le plus les gens vont faire donc des recommandations, vont manifester ce besoin, le plus ça devient une priorité. Quand on prend les priorités... ailleurs, par exemple, quand vous prenez, nous suivons également des élections au niveau de la France et tout, mais ça, c'est des questions fondamentales qui reviennent. Macron est arrivé, il était porteur d'une réforme de l'éducation, une réforme du bac. Hollande, il a été porteur d'une réforme. Sarkozy, pareil. Mais chez nous, il n'y a que les réformes constitutionnelles, institutionnelles, patati patata, qui préoccupent tout le monde. Mais le fond, l'éducation, qui doit bâtir la société de demain, personne n'y pense. Personne n'y pense. Je ne pense pas forcément, mais... Et si vous parlez en termes de priorité, effectivement, ça doit être... C'est la priorité des priorités. Ça doit être beaucoup plus au centre. Comme je le dis, vous venez de donner l'exemple de la France, mais la France est partie de loin. Je me rappelle avoir suivi un documentaire où, en termes d'éducation, à l'époque, ce n'était pas ça. Donc, c'est de dire qu'il est essentiel donc, pour les pays de se rendre compte que c'est un processus et que ce processus peut être long. Mais nous pouvons l'accélérer, nous pouvons être des catalyseurs. C'est ce que je viens de dire. Parce que derrière, c'est comme un salarié. Quand vous prenez votre salaire, vous avez envie d'investir, vous avez envie de fructifier. Mais quand il faut payer sa maison, payer l'électricité, payer ci, payer ça, finalement, on se rend compte qu'on n'arrive pas toujours à le faire. Donc, c'est de dire que le plus il y a des problèmes, donc que ce soit en termes de réforme au niveau des enseignants, que ce soit en termes du cadre même où les enfants vont étudier, c'est autant donc de besoins qui vraiment coûtent beaucoup d'argent. Et nous sommes un pays sous-développé. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui ne doit pas être prioritaire. Je dis juste qu'il faut qu'on porte la chose afin que ça rentre dans la priorité ou dans les priorités donc des politiques publiques. Et je suis sûre que si nous le faisons suffisamment, ça va le faire. On va trouver donc le juste milieu où on a quand même un cadre où les enfants peuvent s'épanouir, on a quand même un cadre où les enseignants ont toute la tête, disons tout ce qu'il faut pour donner le meilleur d'eux-mêmes, mais surtout, comme vous venez de le dire, qui prennent en compte les réalités du terrain. Et voilà pourquoi nous devons nous intéresser davantage à l'enseignement. Plus on y sera, mieux ça sera. Parce que même quand il y a un curricula qui est passé, des modules qui passent, celui qui le passe ne le passe pas de la même façon. Si moi on me demande de présenter ou d'animer un module sur, on va dire, l'entrepreneuriat, ou en tout cas sur une question en lien avec le travail, ma façon de l'aborder va tendre vers l'entrepreneuriat et vers des outils pratiques. Donc, c'est vraiment de cela il est question, à mon avis. Mais pendant ce temps-là, les jeunes sont bouillonnants, veulent des solutions immédiates. Oui. Vous savez, la jeunesse, quand on dit jeunesse, c'est l'immédiateté, c'est tcha-tcha-tcha. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment connu des jeunes. Et l'immédiateté donc, de la chose n'est pas étonnante. Mais moi, ce que je peux dire, c'est qu'en réalité, il ne sert à rien de courir pour courir. Parce que, vous savez, généralement, le politique, quand il sent... Le monde court. Le monde court, mais à son rythme. Oui, à son rythme. En même temps, quand vous avez comment il s'appelle, Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, très jeune, multimilliardaire. Exactement. Le monde court. Les jeunes Togolais, les jeunes Béninois, les jeunes Africains regardent ça aussi, mais et vivent ces freins qui sont là aujourd'hui dans leur pays. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça ne dédouane pas, mais je vais dire, aujourd'hui, la jeunesse africaine n'a pas les mêmes raisons de se plaindre que celle qui a précédé, parce qu'on a Internet. Aujourd'hui, l'information est démocratisée. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous vivez dans un milieu où il y a des difficultés, c'est à vous d'aller comment je vais dire ça, c'est d'aller au fond de vous, de les transcender pour pouvoir apporter de meilleures solutions. Moi, je trouve que le plus on a des difficultés, le mieux nous sommes aguerris et on va loin. C'est vraiment appeler justement cette jeunesse à s'intéresser davantage donc de l'information, de l'Internet. Parce que Marc, quand on prend son histoire, il a été audacieux. S'il avait suivi donc le classique, il ne serait pas là où il est. Il a été audacieux et grâce donc au Business Angel, il a eu donc l'ingéniosité de mettre en place un programme qui aujourd'hui connaît le succès. Mais il aurait pu suivre.
Vous voyez? Donc, c'est l'occasion de dire que oui, les conditions sont difficiles en Afrique, effectivement. C'est une remarque globale. Mais est-ce que ça peut nous empêcher d'avancer, d'aller loin? Non, pas du tout. Au contraire, il faut qu'on prenne conscience de cela. Parce que tant que tu n'acceptes pas que tu vis dans un environnement qui est un peu plus difficile, tu ne pourras pas donc t'adapter et trouver des moyens donc de pouvoir aller de l'avant. Tu vas toujours te dire, mais il faut que les gens le fassent. Le gouvernement doit le faire, ma famille doit le faire, mes parents, et on ne s'en sort pas. Voilà. Alors, vous qui êtes coordinatrice des jeunes entrepreneurs, vous avez évoqué tantôt la mesure des 25%. Je voudrais qu'on revienne brièvement là-dessus. Ouais. Est-ce que c'est une mesure qui porte? Oui, bon, la mesure, elle porte, mais en tant qu'entrepreneur, je dirais qu'il y a encore à faire. Parce que, vous savez, si on prend juste sur le fait, est-ce que les 25% aident les jeunes entrepreneurs? C'est un avantage. Mais est-ce que les jeunes arrivent à s'en sortir? Alors, c'est un autre débat. Parce que derrière, il y a le plan, le côté financier. Il y a les difficultés d'accessibilité au crédit. C'est vrai qu'il y a la NPGF, il y a le FAEJ, mais ce n'est pas toujours ça. Parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, aujourd'hui, c'est dire que ces 25%, c'est très, très bien. Nous espérons même aller au-delà. Mais il est essentiel aussi donc de prendre autour toutes les conditions qui favoriseraient cela. Et aujourd'hui, vous allez voir, quand on prend sur le terrain, les jeunes entrepreneurs n'ayant pas dans le passé à compétir, à aller au marché public, se retrouvent à faire des offres anormalement basses. Et ces offres-là les contraignent soit à être en incapacité d'exécution ou alors à faire un mauvais travail. Voilà de l'encadrement dont j'évoquais tantôt. Parce qu'il faut aussi un cadre où les jeunes qui sont passés par là, même avant ces mesures, il y avait très peu de jeunes, mais il y en avait quand même, qui allaient donc au marché public, qui ont une expérience. Et aujourd'hui, le mentorat, c'est vraiment une solution, je pense, pour pouvoir permettre justement donc, à ceux-là qui ont l'expérience de partager et surtout de porter des recommandations qui peuvent améliorer. Et ça pourrait permettre donc, aux politiques de décider de ce qui est bon donc, pour pouvoir avoir 100% de satisfaction au niveau de cette mesure. Peut-être aussi l'autre difficulté des jeunes, vous avez touché une des difficultés, c'est l'accès au crédit, qui est très compliqué, parce qu'il y a beaucoup de choses à fournir que les jeunes n'ont pas forcément. Mais également l'autre difficulté, par ailleurs, c'est, j'allais dire, la dette elle-même. Parce que quand vous allez à un marché public, parfois, l'État, l'État est endetté, enfin, l'État vous doit, et l'État ne paie pas immédiatement. Et pour les jeunes entrepreneurs, c'est des difficultés auxquelles ils ne sont pas préparés à faire face. Exactement, c'est vraiment, d'ailleurs, je suis coordinatrice, je vis un peu ces cas-là. Je vis un peu ces cas-là où, effectivement, lorsque le jeune a exécuté le marché et qui n'est pas payé, ça pose vraiment un frein donc, à son évolution. Et c'est vrai que, bon, lorsque le jeune entrepreneur est connu donc, par son banquier, donc son partenaire financier, avec les factures, il peut quand même avoir donc, de l'accompagnement pour pouvoir régler donc, ces petits soucis. Seulement, il est essentiel de prendre cela en compte parce que déjà, c'est difficile d'aller compétir. C'est-à-dire que tu n'as pas tous les documents qu'on te demande, surtout du côté de la banque. Et une fois que tu y vas et que tu exécutes, il est quand même important que tu puisses avoir donc le paiement, que tu puisses régler tes dettes et surtout le bénéfice t'aide à pouvoir donc faire fructifier ton activité. C'est essentiel, je pense, et c'est l'occasion justement de poser ça comme recommandation afin de poser vraiment le débat et réfléchir autour donc des solutions. Qui sait, ça pourrait être privilégié même au niveau donc, du trésor public, le paiement. Donc des factures des marchés des jeunes, ça pourrait être une solution. Alors si, en tout cas pour le nouveau quinquennat, le président sortant, peut-être lui il a déjà une idée des gros chantiers qui vont être le sien. Pour les jeunes, avant de finir, si vous avez un message à leur endroit pour qu'ils puissent véritablement, j'allais dire, profiter de ce nouveau quinquennat, qu'est-ce que vous leur diriez? Alors, ce que je dirais aux jeunes, c'est que lorsque vous êtes financièrement ou, disons, économiquement vulnérable, sachez que vous perdez votre temps
à combattre ou à aller dans un combat qui, en fait, ne vous apporte rien. Vous êtes un ouvrier politique. Parce qu'aujourd'hui, c'est paradoxal de voir que les jeunes ne sont pas représentés donc, au niveau donc, des postes décisionnels dans leur parti politique. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'à chaque manifestation, il y a plus de jeunes qu'autre chose. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, mon premier message au niveau des jeunes, c'est concentrons-nous sur nos priorités. C'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre le temps de se poser, mais qu'est-ce que je veux? Quels sont mes objectifs? Et de se sentir responsable. Je peux vous garantir qu'aucun gouvernement dans le monde ne rend riche. Il faut que ce soit une réalité pour les jeunes. Il faut qu'à un moment donné, le jeune puisse prendre ses responsabilités, se dire, ok, je suis issu d'une famille donc modeste, sinon très très modeste. Moi, je suis issu d'une famille modeste. Ça ne m'a pas empêché, j'ai financé mes études. Ça ne m'a pas empêché de pouvoir réussir. Je suis allée au grand marché de Lomé, j'ai été portefeuille, j'ai transporté des bagages, j'ai fait des petits boulots. Et aujourd'hui, je suis là où je suis. J'ai 3 entreprises à mon actif. Donc, c'est de dire que si nous continuons à regarder ou écouter nos aînés qui veulent nous utiliser, nous instrumentaliser pour obtenir eux ce qu'ils veulent, nous allons perdre nos plus belles années. Parce que la jeunesse n'a plus le temps. Comme vous venez de le dire, le monde, il est rapide. Ça va très vite. C'est tellement speed qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de temps à perdre. Notre place, ce n'est pas dans la rue. Notre place, c'est sur le terrain en train de travailler. Donc, que le jeune puisse prendre ses responsabilités, se dire mon échec ou mon succès, ça m'incombe. Qu'est-ce que je dois faire? Voilà. On va arrêter parce que le temps est passé. Merci d'être passé dans cette émission. Je vous en prie. Coordinatrice des jeunes entrepreneurs, du cadre des entrepreneurs étudiants fonctionnaires du CJD. La pause, 10 minutes de journal et puis regard croisé.